Il y a un type, c'était un Américain qui disait une fois sur la France, il disait: «La France est un pays magnifique, peuplé de 60 millions de géniards». Moi, je trouve qu'il en fait un diagnostic tout à fait exact. C'est-à-dire, le fonctionnement démocratique se fait souvent par la dénonciation, la virulence, la polémique, et cetera. C'est un État centralisé, c'est pas un État fédéral comme les États-Unis. Donc, aux États-Unis, ce qui se passe dans l'Iowa ou ce qui se passe dans l'Arizona, pour que les échos que ça fait à Washington, vous imaginez, et cetera. Non, en France, c'est tout ce qui se passe à Paris est effectivement un écho représentatif de ce qu'est censé être la France. Le fait, d'autre part, qu'on a été pendant longtemps le pays occidental qui a gardé un parti communiste puissant le plus tard de tous, hein. Donc avec une forme d'opposition de gauche qui était assez virulente et assez difficilement intégrable dans le jeu républicain. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous de nouveau avec Pierre Conessa, essayiste et ancien haut fonctionnaire du ministère des Armées, afin de rebondir sur sa dernière chronique publiée dans le magazine papier de Défense Zone. Le numéro est actuellement disponible en kiosque et sur notre site internet. N'hésitez pas à vous le procurer et à vous abonner pour ne pas rater les prochains articles et reportages que nous proposons. Vous trouverez toutes les infos en description de cet épisode et sur le site internet défense-zone.com. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez vous représenter, puisqu'on a déjà eu l'occasion de vous avoir dans le podcast numéro 164 de Défense Zone, mais est-ce que vous pouvez vous représenter pour ceux qui n'ont pas écouté? Ouais, écoutez, moi je suis au départ, je suis historien, j'ai enseigné pendant quelques années, puis j'ai passé l'ENA. À la sortie de l'ENA, j'ai été juge pendant 4-5 ans, puis après, j'ai fait le reste de ma carrière dans le ministère de la Défense, à faire un peu tout, à faire tout sauf de l'administration d'ailleurs, hein. J'ai fait du renseignement, des affaires stratégiques, l'exportation d'armes, etc. Et puis, voilà, puis après, j'ai travaillé dans une société d'intelligence économique jusqu'à l'âge de ma retraite. Donc voilà, j'ai une expérience professionnelle assez riche dans le sens où j'ai changé pratiquement tous les 4-5 ans de métier. Et puis depuis cette époque-là, je livre mes réflexions savantes dans des livres. Des livres excellents et puis, dernièrement aussi dans le dernier magazine de Défense Zone où vous avez signé une chronique sur un petit guide de victimisation. Attention des plus et donc on renvoie les gens sur cet article et l'idée de cet échange serait de poursuivre un petit peu cette réflexion, notamment avec ce qui se passe dans le monde parce qu'on peut faire un lien assez clair entre, ce concept de victimisation de certaines communautés ou de parfois même certains pays en fait au final parce que c'est une stratégie assez ancienne, non? Le concept de victimisation dans le but de dominer peut-être quelqu'un d'autre? Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il y a une transformation qui se fait sur le XXe siècle, dont on n'a pas mesuré en fait toutes les évolutions. En gros, au début du XXe siècle, l'Occident est triomphant. Il a colonisé la planète, il a fait la révolution industrielle, il a une supériorité militaire, et cetera, et cetera. Bon. En fait, il va faire 2 guerres. Une première qui va quand même faire 20 millions de morts. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que malheureusement, c'est que la première guerre, on l'appelle mondiale, alors qu'en fait, elle est surtout européenne. Bon, alors évidemment, ça implique théoriquement les colonies, mais à part le Japon qui en profite pour se payer un petit morceau de la Chine, c'est une guerre européenne. Et ça fait rien, on la qualifie de mondiale. Ce qui vous donne la vision implicite géopolitique des Occidentaux à ce moment-là. Bon. C'est une énorme boucherie. C'est la première fois qu'il y a autant de morts, si vous voulez, à la différence de ce qui se passait auparavant. Dans les guerres, il y avait des batailles, et ces batailles, quand elles se terminaient, le vaincu considérait qu'il avait perdu la guerre. Bon, là, en fait, vous connaissez l'évolution. Les gens s'enterrent, et puis 4 ans d'effroyables boucheries, etc., etc. Donc, l'entre-deux-guerres est la période où les intellectuels dressent avec raison une critique de ce monde colonial, guerrier, etc., etc. Et donc, c'est la première crise de conscience de l'Occident. Ce qui est intéressant, c'est que ces intellectuels vont être séduits justement par les grandes utopies du XXe siècle. Il y en a certains qui vont soutenir le fascisme et le nazisme, d'autres qui vont soutenir l'URSS, enfin le communisme. Et avec quand même quelque chose de très différent, c'est qu'en 1945, l'URSS fait partie des vainqueurs, et donc il n'est pas question de critiquer l'URSS. Donc on va avoir des intellectuels, là aussi, vont être d'autant plus critiques avec le monde occidental et qui va s'engager dans les guerres de décolonisation, qu'ils sont totalement aveugles sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer.
Donc, cette crise de conscience occidentale, elle a été justifiée. Elle a été justifiée par la violence des guerres. La Seconde Guerre mondiale est la première guerre dans laquelle il y a plus de morts civiles que de morts militaires. Donc, il y a, si vous voulez, tous les éléments d'une crise de conscience. Il y a la Shoah. Et donc, encore une fois, tout ça alors qu'on est en plein stalinisme. Pour vous donner un exemple, le stalinisme a tué plus de monde, le goulag a enfermé pendant plus longtemps que les camps de concentration. L'URSS a eu des périodes d'antisémitisme extrêmement importantes et à chaque fois, les intellectuels, si vous voulez, fermaient les yeux. Bon, bref, tout ça pour vous dire que le monde occidental était tout prêt à entendre aujourd'hui des discours de victimisation. Ces discours de victimisation qui mènent évidemment des anciennes colonies, comme par exemple on le voit avec l'Algérie, mais avec à cette fois une écoute de sentiment de culpabilité. Et on est aujourd'hui dans une situation où il y a tout un champ de nouvelles critiques qui se sont dressées euh, et qui, comment dire, donnent le sentiment que effectivement le monde occidental est prêt à accepter toutes les critiques. Alors quand on est dans le domaine nouveau, si vous voulez, qui sont ceux des LGBT, on se rend compte qu'il y a une espèce de campagne à laquelle on prête une oreille d'autant plus attentive qu'on est dans cette ambiance, on va dire, de victimisation et de repentance. Et mais enfin, quand vous dites les transgenres, ça concerne combien de monde? Oui, c'est pour vous dire que c'est pas l'ampleur du phénomène, c'est le fait que le, on est dans cette époque. Juste un petit rappel pour vous montrer combien les choses étaient ambiguës. Pendant les procès de Nuremberg, il y a les émeutes de Sétif et le bombardement d'Haiphong. C'est-à-dire qu'on est en pleine époque où on condamne les nazis pour ce qu'ils ont fait, les déportations, les bombardements, etc. Et on va commencer nous-mêmes la même pratique, mais avec la même bonne conscience. C'est-à-dire, nous, on ne créera jamais un tribunal de Nuremberg pour les excès des guerres de décolonisation. On a même un phénomène beaucoup plus paradoxal avec le tribunal de Tokyo, parce que là aussi, si vous voulez, les vainqueurs vont vouloir juger les responsables japonais de la guerre, mais ils vont y associer d'autres pays qui, eux aussi, avaient participé à ce conflit contre les Japonais, et en particulier les Indiens, qui avaient fourni des troupes, hein, les Philippins, et puis, je ne sais plus, il y a une troisième nationalité, enfin bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que le juge indien, qui s'appelle le juge Narendra Pal, va retourner le procès contre les accusateurs. C'est-à-dire, il va dire, mais attendez, vous reprochez aux Japonais d'avoir colonisé la Chine, mais d'abord, je vous signale que vous-même, vous êtes des colonisateurs. Quand les Japonais occupent l'Indochine, l'Indochine dépendait de Vichy, or Vichy était allié des Allemands, donc ce n'est pas une invasion, c'est-à-dire qu'ils retournent tout l'argumentaire de l'accusation. Alors bon, ça ne va pas empêcher effectivement que les responsables militaires du Japon soient pendus, mais enfin, on évite évidemment d'impliquer l'empereur. Et puis, on va se retrouver, si vous voulez, dans quelque chose où, pardon, le paradoxe, c'est que les révisionnistes japonais, après, se sont servis de l'argumentaire de Pal pour dire, mais attendez, vous voyez, nous ne sommes pas responsables de la guerre. Donc, vous voyez, ce type qui était animé par une espèce de sentiment critique assez juste, va voir ses arguments réutilisés à l'envers pour que l'examen qui s'est fait beaucoup en Allemagne ne s'est jamais fait au Japon. Donc voilà, ce sont des épisodes comme ceux-là qui sont intéressants parce que le discours de la victimisation peut aboutir à des choses qui sont parfois très surprenantes dans leur mise en œuvre. Oui, on a l'impression que dans l'histoire, les victimes deviennent aussi les bourreaux. Je pense par exemple à toute proportion gardée, mais à ce qui se passe en Israël, où en gros, il y a ce discours à la fois de victimisation par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et en même temps le fait qu'aujourd'hui, c'est ce pays qui colonise un autre pays. Donc au final, qui crée aussi beaucoup de douleur et beaucoup de destruction. Comment on explique ce passage d'un lot de victime à bourreau? Chacun a son discours épique, hein. C'est-à-dire chacun construit son identité nationale à partir d'une certaine date qui peut être une victoire, un massacre, etc., etc. Et que la construction de ce discours mythologique est un discours qui, évidemment, va être opposé à tous ceux qui vivent sur le territoire. Soit vous adhérez à ce discours, soit vous êtes une espèce de pièce rapportée, un halogène. Bon. Et donc, le cas des Juifs est extrêmement intéressant parce que, évidemment, c'est une population. D'abord, je rappelle que c'est Titus qui détruit le temple, hein, ce n'est pas les Arabes, c'est les Romains. Bon.
Mais enfin, vous connaissez la suite de l'histoire, jusqu'aux invasions arabes. Et les Juifs vont se disperser, ce qu'on appelle la diaspora, après la destruction du Temple. Encore une fois, c'est les Romains qui sont responsables de tout ça. Mais ça va donc être cette population errante, si vous voulez, qui va se retrouver victime, désignée comme coupable de beaucoup de choses tout au long de ton histoire. Et donc, c'est assez intéressant parce que tant que l'Empire ottoman était constitué, il n'était pas question d'aller faire en Palestine un État juif. Bon. Il y a eu plusieurs projets assez intéressants. Il y avait un projet en particulier pour créer un État juif en Ouganda. Donc, vous voyez, on raisonnait exactement avec les mêmes principes que dans les terres coloniales. Les Anglais étaient d'accord, après tout, l'Ouganda, pourquoi pas un État juif. Et d'ailleurs, Herzl était d'accord, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de perspective de retour en Palestine. C'est quand le... Alors ensuite, il y a un autre projet qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand Hitler envahit la France, il se dit les Juifs, c'est peut-être un bon moyen de s'en débarrasser, c'est de les mettre à Madagascar. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est pour vous dire que la désignation géographique était très aléatoire. Simplement, il y avait un sentiment qu'il fallait résoudre la question juive. Et donc, en 1947, effectivement, après la découverte des camps de concentration, de l'extermination, de la Shoah, etc., il y a l'idée collective qu'il faut effectivement un État juif, qu'ils y ont droit, etc. Et historiquement, on va construire un argument qui est extrêmement intéressant, que j'ai appelé la géopolitique mémorielle, c'est-à-dire mes ancêtres habitaient ici il y a 2500 ans, donc prenez vos affaires et partez. Ce n'est pas le seul endroit du monde dans lequel c'est comme ça. Mais c'est intéressant, c'est que pour la première fois, on valide, si vous voulez, cet argumentaire. Puisque, évidemment, toute cette histoire que je vous ai racontée, les musulmans ne sont pas responsables de ces exterminations, bien au contraire. On va faire payer aux Palestiniens, si vous voulez, les erreurs que nous avons fait nous-mêmes. Il n'était pas question de créer un État juif en Allemagne, par exemple. Bon. Il y aurait peut-être eu un petit quelque chose, une petite justification, mais non. Donc, on se retrouve dans cette situation où, effectivement, après ces effroyables massacres, bah, Israël va être obligé de se battre. Simplement, entre le partage de 1947 et puis ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, entre-temps, il s'est passé plusieurs guerres. La présence de l'État palestinien, la création de l'État israélien est intéressante à plusieurs titres parce que ça va bloquer tout le processus démocratique dans le monde arabe. Beaucoup de chefs d'État arabes ont dit attendez, pas de démocratisation. L'essentiel, c'est de récupérer la Palestine. Bon, pensez comme ils en avaient à faire quoi que ce soit. C'était simplement la manière de se consolider là où ils étaient. Et rappelez-vous que le plus gros massacre de Palestiniens jusqu'à maintenant, c'était la Jordanie. Dans le plan de 1947, il était envisagé que ce soit la Jordanie qui soit la base de la création d'un État palestinien. Simplement, la dynastie régnante était une dynastie bédouine et pas palestinienne. C'était le petit roi Hussein. Il n'avait pas du tout l'intention de faire un État palestinien. Et donc, encore une fois, le plus gros massacre de Palestiniens, jusqu'à l'affaire de Gaza, c'est le Septembre noir. Donc, cette ambiguïté à l'égard du monde arabe est également vraie à l'égard d'Israël, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu un conflit, Israël s'est étendu territorialement. Donc, on est sur quelque chose où, si vous voulez, ce sentiment de victime s'est transformé en sentiment victorieux. C'est-à-dire que finalement, par les armes, on peut arriver à quelque chose qui est à la fois géographiquement plus consistant et plus cohérent, mais surtout avec une espèce de légitimation religieuse. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en Israël des radicaux religieux qui, évidemment, sont très actifs à propos de Gaza, mais qui ont toujours été très actifs sur ce que pouvait être la terre promise par Dieu. Dieu n'a jamais eu la géopolitique très précise dans sa tête, hein. C'est-à-dire que si vous lisez l'Ancien Testament, on vous dit d'un fleuve à l'autre. Est-ce que vous dites c'est du Nil à l'Euphrate? Est-ce que vous dites c'est du Jourdain au Litanie? Enfin, vous voyez, on a plusieurs définitions, mais pour les religieux, cette promesse vaut géopolitique. Bon. Et puis, au milieu de tout ça, effectivement, vous avez les Palestiniens qui, eux, ne sont reconnus par personne et qui ont été obligés de se battre, en particulier par des attentats terroristes. Le terrorisme est un phénomène d'autant plus intéressant que les premiers à l'avoir pratiqué dans la région, ce sont les Juifs qui voulaient l'indépendance. Euh, je ne sais plus comment s'appelait ce groupe terroriste qui a en particulier tué le comte Bernadotte, qui était quand même le représentant de l'ONU, qui devait créer cet État juif. Et il y a d'ailleurs un officier français aussi qui est mort dans la voiture de Bernadotte. Euh, C'était le groupe Stern. Voilà. C'est le groupe Stern qui a décidé de faire des attentats terroristes pour provoquer la décision internationale et aboutir à la création de l'État d'Israël. Ils ont également fait un attentat qui a tué le gouverneur britannique au Caire. Donc, ce qui est amusant, enfin, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que quand on entend les Israéliens accuser les Palestiniens de faire du terrorisme, évidemment, ils ont pas, ils devraient avoir un peu de modestie. Je signale que l'un des acteurs du groupe Stern, qui était Yitzhak Rabin, est devenu Premier ministre d'Israël.
Donc, vous voyez comment l'histoire longue peut permettre de relativiser les argumentaires d'un côté et de l'autre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans cette situation où, après les accords de Camp David, donc, vous avez la création d'un État palestinien. Enfin, il y a une autorité palestinienne, disons, divisée en deux morceaux, hein, qui sont la Cisjordanie et puis la bande de Gaza. Le... On pensait avoir trouvé une solution. Bon. Le problème, c'est que Gaza, c'est comme le territoire de Belfort, c'est-à-dire un État complètement enclavé, sur lequel il y a 1 200 000 personnes, alors qu'à Belfort, il y en a 130 000. C'est pour vous dire un peu la concentration humaine que ça représentait. Et en fait, il va y avoir dans la société israélienne une espèce de dynamique, encore une fois, à fondement religieux, pour dire, mais non, 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 c'est la terre qui nous a été fournie par Dieu. Et donc, il va y avoir deux mouvements simultanés. D'abord, la mise sous embargo de Gaza. Et Gaza, c'est quand même, encore une fois, une enclave, si vous voulez, très difficilement gérable. L'Égypte n'a pas l'intention d'accueillir les Palestiniens, donc c'est un espèce de cul-de-sac. Et puis, de l'autre côté, vous avez la Cisjordanie. Il va reprendre en Cisjordanie une colonisation sauvage par des Juifs religieux qui disent, encore une fois, mais cette terre nous a été donnée par Dieu, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils violent tous les jours les accords de Camp David. Évidemment, sur Gaza, ça ne prenait pas une forme violente jusque-là, mais en tout cas, en Cisjordanie, ça crée des colonies sauvages protégées par l'armée avec des routes réservées à l'armée, etc. L'affaire de Gaza est intéressante parce qu'effectivement, il va y avoir cet acte de violence du 7 octobre, c'est-à-dire cette attaque des kibboutz les plus proches de la frontière, avec ce massacre, ces enlèvements, toutes les horreurs, si vous voulez, de cette guerre. Alors, quand on repense à tout ça, on est révolté, bien évidemment, par l'horreur de cette pratique, le fait qu'il y a encore des otages d'ailleurs. Euh, mais je rappelle souvent que le début de la guerre d'Algérie a commencé exactement comme ça. C'est-à-dire que les massacres de Constantine et de Colo se sont traduits exactement pareil par des viols de femmes, des meurtres de gens de sang-froid, etc. Et à l'époque, toute la communauté française et francophone disait, mais ce sont des terroristes, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Il faut les combattre. Vous connaissez la suite de l'histoire, on envoie le contingent, 8 ans de guerre pour finalement reconnaître qu'il y avait une légitimité politique au-delà de la forme de l'action. Et c'est bien dans ce débat-là qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le qualificatif de terroriste pour l'action du 7 octobre ne suffit pas à résoudre la question, puisque depuis commence une espèce de bombardement et d'action violente sur Gaza, qui ne fait que préparer la génération à venir de terroristes. Les gens qui ont perdu des membres de leur famille vont évidemment pas devenir des pacifistes demain. Donc, vous voyez, cette dynamique est assez effrayante. Alors, euh, dans le processus de victimisation, moi, j'ai deux choses qui me frappent aujourd'hui. D'abord, c'est qu'on a progressivement assimilé toute critique de l'islam à de l'islamophobie. On a assimilé toute la critique d'Israël à de l'antisémitisme. Vous voyez la perversion de la victimisation. Or, effectivement, quand on critique l'islam, on n'est pas islamophobe. Moi, j'ai des tas de copains musulmans qui sont encore plus radicaux que moi, si vous voulez, sur cette critique. Mais ce processus de prise de conscience de l'Occident sur ses responsabilités du XXe siècle fait que tout discours de la victimisation a des chances de porter un impact. Vous le voyez avec la France insoumise qui parle de qui fait de l'islamo-gauchisme, considérant que tout musulman est par nature une victime. Bon. Vous voyez ce genre de choses. Donc, et de la même façon qu'aujourd'hui, on peut très bien critiquer Israël pour les pratiques qui sont appliquées à Gaza, sans qu'on soit antisémite. Voilà. Et d'ailleurs, le plus célèbre d'entre eux, c'est Ronnie Broman, hein. Ronnie Broman est juif et il a été extrêmement radical sur les horreurs qui se passent à Gaza. Voilà. Ce qui veut dire qu'en gros, vous l'avez signalé, vous l'avez souligné, je voulais arriver sur ça justement, sur le fait qu'en France, on s'approprie, ces questions internationales, sur la scène politique et médiatique où, effectivement le dialogue est compliqué quand on essaie déjà de rappeler un peu le sens de l'histoire, comme vous venez de le faire. Parce que l'histoire est réécrite en permanence où certaines choses sont pas forcément, certaines choses sont occultées pour un objectif politique, idéologique. Heu, en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a pas vraiment de solution. Parce qu'au final, quand on regarde là, vous avez fait le parallèle avec la guerre d'Algérie, on sait comment ça a fini. On peut faire aussi le parallèle avec la guerre du Vietnam pour les États-Unis. Hem, c'est quoi la solution au final? La solution, c'est forcément une guerre? C'est forcément un Bon, conflit moi, quand, entre pays? quand j'ai écrit La fabrication de l'ennemi, donc qui était un peu le résultat de mon expérience dans les affaires stratégiques,
J'essayais justement de me poser cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'une entité, une collectivité a la nécessité de se construire un ennemi, ne serait-ce que comme ciment, si vous voulez, de l'identité, et cetera. Et c'est vrai que selon la nature du conflit, on a des fabrications sociologiques différentes. Quand on est dans du conflit territorial, c'est les historiens, les géographes qui vous expliquent que cette terre a toujours été à vous. Quand c'est de la guerre civile, bah, c'est toute la fois toutes les élites qui expliquent qu'il y a un corps rapporté et qu'il faut les massacrer. Enfin bref. Donc, à la fin, si vous voulez, de ce paragraphe sur la fabrication d'ennemis, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut déconstruire l'ennemi? C'est quand même une question importante. Et le seul exemple qu'on a qui soit véritablement convaincant, c'est la réconciliation franco-allemande. On avait quand même fait 3 guerres, heu, on avait effectivement eu l'occupation, heu, mais on s'est trouvé d'abord avec une Allemagne qui a fait un monde honorable. C'est-à-dire que l'Allemagne a fait un véritable procès d'autocritique, si vous voulez, d'élimination des nazis, et cetera. Alors qu'en fait, il y avait l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que, si vous voulez, le processus, il ne pouvait pas aller jusqu'à son terme, hein. Il y avait une nouvelle menace à la frontière, bah, mais enfin, ils l'ont fait, ce que n'ont jamais fait les Japonais, par exemple, hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que 2 hommes d'État qui étaient De Gaulle et Adenauer, qui avaient les histoires que vous connaissez, hein. De Gaulle, ça avait été la France libre, et puis Adenauer, il avait combattu avec l'armée danoise, c'est-à-dire il s'était opposé à l'armée allemande. Et ces 2 hommes-là décident on arrête le conflit, on fait la réconciliation. Alors, la première fois que De Gaulle invite Adenauer pour parler du traité de l'Élysée, il l'invite à colomber les 2 églises, parce qu'il se dit, si jamais je l'invite à Paris, il va y avoir des manifestations, et cetera, et cetera. Bon. Donc, vous voyez, c'est pour dire combien le processus devait être fait avec doigté par des hommes dont la légitimité politique ne pouvait pas être contestée. Il n'y a pas d'autre exemple à la surface de la planète, hein. Il y a beaucoup de tentatives, si vous voulez, mais qui n'ont jamais été jusqu'à le traité de l'Élysée, la réconciliation franco-allemande, qui a permis la construction d'Europe. Donc, alors les Brésiliens et les Argentins ont tenté le coup, et cetera. Il y a eu quelques tentatives comme ça, mais enfin, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il n'y a pas eu quelque chose d'aussi convaincant et d'aussi dynamique que la déconstruction franco-allemande. Euh, je cherche. Si j'en trouve d'autres, je vous les signalerai. Ouais, c'est ce qu'on voit par exemple en Ukraine aujourd'hui, heu, nous pour nous y être rendus pour faire des reportages pour Défense Zone, on a rencontré dans le Donbass des gens qui nous disaient, dans les tranchées: «Bah, cette tranchée, c'est mon grand-père qui l'a construit, qui l'a creusée, pour faire face, heu, aux ennemis qu'on a toujours en fait et on continue le combat» et en fait, pour les Ça, c'est accords pire que Taurus, ça. Ce que ouais, vous racontez. et c'est comment on fait pour, alors pas pour trouver une solution parce qu'effectivement, on s'appellera si on en trouve une, mais en tout cas, comment on fait pour garder un dialogue dans une société, française fracturée entre 2 extrêmes et un centre, qui fait son boulot de centriste, un petit peu, mou? Comment on fait pour continuer à avoir des bonnes relations avec des gens de notre famille, des proches, sur ces questions-là? Ben, d'abord, dans le cas français, si vous voulez, et notamment à propos de cette affaire extrêmement sensible qui est Gaza, quand même, c'est ça qui est Heu, moi, je suis très frappé du fait que, d'abord, en général, la France est le pays qui a accueilli la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vietnamienne, la plus grosse communauté arménienne des pays de l'Union européenne. Or, nous n'avons aujourd'hui des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc, première remarque, le processus d'assimilation marche. Nous n'avons des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane qui se considère comme séparatiste parce qu'elle veut faire prévaloir les lois religieuses sur la loi républicaine. Donc, sur le processus d'accusation et de victimisation, je suis assez peu sensible à l'argumentaire des islamo-gauchistes, parce qu'encore une fois, les Arméniens, ils ne demandent pas à ce que toutes les fêtes arméniennes soient des fêtes nationales, et les Chinois, au contraire, vous les voyez, ils sont d'une discrétion absolue. Bon. Donc, il faudrait recadrer un peu les choses. Encore une fois, c'est très, très important pour ne pas prêter une oreille, si vous voulez, trop complaisante à ce genre de revendications. Euh, Vous l'avez vu avec le cas de l'Algérie aujourd'hui, vous avez des imams qui vont faire ou des influenceurs qui vont faire des appels au meurtre sur des opposants algériens travaillant en France. Le cas franco-algérien est particulièrement caricatural parce qu'effectivement,
pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réconciliation franco-algérienne? Moi, mon analyse, c'est que 62, la guerre est militairement gagnée, politiquement perdue. C'est-à-dire qu'effectivement, l'armée française a réussi à réduire les maquis de l'intérieur. Et c'est l'armée de l'extérieur, si vous voulez, qui va triompher quand l'Algérie devient indépendante. Cette armée de l'extérieur n'a pas la légitimité de l'armée de l'intérieur, mais ça fait rien. Dès le début, ils vont se consolider comme nous sommes l'identité nationale, c'est nous qui sommes gardiens de la mémoire des souffrances, etc. Et rappelez-vous que le rapide passage Ben Bella va vite être écarté par des coups d'État qui vont amener successivement des militaires pour exercer toutes les fonctions. Il y a même cette comédie effroyable pour les Algériens, où vous vous rappelez, c'est Bouteflika qui va être porté pour montrer qu'on est capable d'élire un président civil, à tel point qu'on va le garder presque dans le formol et qu'on va le faire voter pour sa deuxième élection. On va le transporter sur une chaise roulante et il a un peu du mal à trouver l'urne. C'est-à-dire que ces militaires algériens ont un mépris pour la population algérienne absolument incroyable. Or, cette politique, comment dire, cette sociologie militaire ne tient que par la dénonciation de la France. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est la Isbranza, le parti de la France. Bon. Donc, c'est quand même une situation tout à fait psychanalytique, si vous voulez. Je ne sais pas comment soigner les leaders algériens. L'idée qu'en fait, on puisse s'en ficher et puis leur dire, bah, écoutez, faites votre truc. Alors, Macron a rallumé un peu la flamme, puisque, comme vous le savez, il a pris position pour le Maroc à propos du Sahara occidental. Et donc là, à ce moment-là, c'était, vous voyez, la France qui veut manipuler l'Algérie, etc. Bref. Donc j'arrête là-dessus. Quand on a affaire à des gens qui ne tiennent pas spécialement à ce que la paix se construise, comme je vous le citais avec Adenauer et De Gaulle, ben, ma foi, on va entretenir une espèce de conflit de basse intensité qui va prendre des formes aussi caricaturales et stupides qu'on peut l'imaginer. Parce que, enfin, je vous rassure là-dessus, les mecs qui ont de l'argent à mettre de côté, les Algériens qui tapent dans la caisse et qui mettent de l'argent de côté, ils le mettent en France. Donc, est-ce qu'on va se plaindre de ça? Non. Non, il y a la Suisse aussi, pardon, excusez-moi. Vous voyez? Donc, on est dans cette espèce d'hypocrisie où la légitimité. Je ne sais plus pour quel chef militaire on avait constaté qu'il y avait un compte en banque assez juteux. Alors, quand on voit la réaction en France pour venir sur cette question de victimisation, on a l'impression qu'il y a un renversement on voit la droite aujourd'hui se victimiser face au wokisme, face au fait que justement le dialogue semble rompu. On voit un peu la même chose aux États-Unis avec le camp trumpiste qui se victimise euh, d'être pris de haut par une élite démocrate qui respecte pas les vrais gens dans les campagnes, en dehors des villes, etc. Est-ce que, au final, et c'est là où on arrive à des caricatures, comme vous dites, un petit peu grotesques, où les deux camps se victimisent, est-ce que c'est une bonne stratégie, ça, pour le coup? Écoutez, j'ai l'impression qu'on atteint un peu le point limite de cette campagne qui était, encore une fois, cette campagne LGBTQ++. J'ai essayé de faire la liste du et c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez surréaliste parce que non seulement il y a les transgenres, mais il y a les bi, je sais pas quoi, machin. Bon. Donc, il y a une espèce d'aspiration qui s'est créée. Si vous vous sentez un tant soit peu victime, venez nous rejoindre. Bon. L'inconsistance de la démarche, c'était quoi? C'était de dire, bon, ben, et alors, vous êtes transgenre et qu'est-ce que vous attendez de particulier? Vous voulez pas une place assise dans le métro? On est dans une revendication dont l'effet politique, il n'y a pas de traduction politique particulière. Si c'est pour se faire des grandes séances de flagellation publique pour expliquer qu'on a si orientation et tout ça, bon, je n'en vois pas l'intérêt, sauf cette espèce, encore une fois, de scénario médiatique. Là, je trouve qu'on est en train d'atteindre la limite, si vous voulez. C'est vrai que ça s'est épuisé. On ne va pas se mettre à écrire tous Yel pour faire plaisir parce qu'il ne faut pas que ce soit ni masculin ni féminin. Donc, vous savez, dans l'histoire, comme ça, il y a des moments de conneries absolument extraordinaires. Hein. Là, on en est effectivement dans ce domaine-là. Et même si on écrivait Yel demain, est-ce que les femmes se sentiraient mieux? Je pense qu'il y a des problèmes plus sérieux, si vous voulez, sur la situation de la femme que ce genre de rectification orthographique, mais ça fait partie du mouvement woke. Alors, il faut chercher des thématiques, c'est pas évident à trouver. Hein. Donc, je ne sais pas si tu vas être capable d'inventer demain, mais je crois qu'on est un peu à la fin de cette époque. D'ailleurs, vous avez vu
Trump, lui, il a quand même annoncé tout de suite que c'était fini. Il a sonné la fin de la récréation. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais enfin, tant qu'on en est à se préoccuper de ce genre de problème, c'est bien. À la fin, dans le monde, les grandes maladies, tout ça, c'est du secondaire. C'est bien. C'est un des intervenants du podcast qui est un ancien membre des forces spéciales qui disait que cette société bizarre où certains se réveillent le matin sans savoir s'ils sont un homme, une femme, une chaise ou autre chose, et il disait que c'est assez symptomatique d'une société où les gens sont en quête de sens et n'ont pas de vrais problèmes aussi. Parce que quand on a de vrais problèmes, on pense pas forcément. En Ukraine, ils pensent pas dans l'Est à s'ils sont un homme, une femme ou autre chose. Donc, Bien sûr. Le cas de l'Ukraine et de la Russie, vous évoquiez tout à l'heure, fait tout à fait partie de ces ambiguïtés de l'identité nationale. Alors, vous savez très bien que la Russie naît en Ukraine. C'est le royaume de Kiev qui va progressivement s'étendre, etc., etc. Voilà. Et donc, bien entendu, c'est une migration qui va se déplacer progressivement sur Saint-Pétersbourg et Moscou, mais il reste qu'il y a des liens assez forts. Bon, il y a des langues qui se sont un peu différenciées, d'après ce que j'ai compris. Je ne parle pas le russe, mais enfin, il y a une différenciation. Mais surtout, c'est l'empire tsariste qui va atteindre son extension maximum, avec justement cette annexion qui ne posait aucun problème, en tout cas à l'époque tsariste, et puis l'extension vers le sud, avec la conquête de tous les États d'Asie centrale. Et puis évidemment, la marche vers Vladivostok. Bon. Donc, pourquoi ceci? Parce que quand en 17, si vous voulez, les communistes prennent le pouvoir, l'homme chargé des nationalités, c'est Staline. Staline, en bon apparatchik, qui dit on va faire du découpage, vous allez voir, on va reconnaître vos identités. Mais il fait du découpage fait de telle manière pour être sûr qu'aucune entité ne soit totalement homogène. Pourquoi? Parce que ça permet à Moscou d'intervenir si nécessaire. Et donc, dans tous les États d'Asie centrale aujourd'hui, vous avez toujours des minorités qui sont à cheval sur les frontières. Encore une fois, c'était l'intention stalinienne. Simplement, en 91-92, quand l'URSS éclate, des anciennes frontières administratives deviennent des frontières internationales. Ah, c'était un phénomène assez nouveau, si vous voulez. Et évidemment, l'Ukraine en particulier va se proclamer indépendante. Mais tout ça est quelque chose d'assez terrible parce que la crise économique et humaine politique que va connaître l'URSS, enfin plutôt la Russie, est assez similaire à la crise que va connaître l'Allemagne après la défaite de 18. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a voulu leur faire payer, mais ça veut dire que la décomposition du système a été tellement brutale que les Russes ont connu une période de très, très grandes difficultés politiques, économiques, etc., etc. Rappelez-vous quand même que Gorbatchev est l'homme de la perestroïka, mais il va être tentative de renversement par les ex de l'armée rouge. C'est Yeltsin qui va sauver la baraque, mais Yeltsin était un ivrogne. Il arrivait à des conférences internationales, il était complètement bourré. Bon. Il va être renversé, encore une fois, par le camarade Poutine, mais le camarade Poutine, il a au moins pour les Russes la caractéristique d'être l'homme fort, celui qui est capable de faire tenir le système debout. Euh, et donc, se présentant aujourd'hui, si vous voulez, comme l'homme de la revanche contre les Occidentaux qui ont humilié les Russes, etc., c'est un discours auquel on n'a pas fait suffisamment attention, à mon sens. Cela dit, qui était en mesure de sauver la Russie? Je veux dire, quand on voit la dimension du pays, ses difficultés, etc., il y avait pas une Amérique comme en 1945, si vous voulez, pour le faire. Et les Américains, d'ailleurs, ne le souhaitaient pas non plus. Donc, tout ce sentiment d'humiliation et de vengeance, c'est un sentiment qui porte Poutine. Et parmi les découpages que vous connaissez, puisque vous y êtes allé, il a fait cette Ukraine qui était en particulier russe. Et donc, quand les Ukrainiens décident, à un moment de la révolution de Maïdan, que dorénavant, la seule langue officielle, ça va être l'ukrainien, c'est le meilleur moyen de considérer que les minorités n'ont pas de raison d'être. Et enfin, vous connaissez la suite de l'histoire. Ça va se faire sous la forme de violences de plus en plus importantes. Et quand les Russes interviennent, on en est déjà à 14 000 morts dans ce conflit. Bon, je ne connais pas beaucoup de pays qui, ayant perdu autant de leurs concitoyens à l'étranger, ne soient pas intervenus. Ce n'est pas les Français qui vont expliquer qu'on n'intervient pas en Afrique quand les Français sont massacrés. Donc, vous voyez, on était dans cette situation où on n'a pas contribué à la résolution des problèmes. Est-ce qu'on en avait les moyens? J'en sais rien. Mais en tout état de cause, l'action militaire de Poutine était une action qui, dans ce contexte à la fois de légitimité politique de Poutine, de volonté de la Russie de retrouver une certaine dignité, etc., aurait peut-être pu être gérée autrement. Enfin, c'est facile de donner des leçons a posteriori aussi.
Oui, et quelque part, Poutine a utilisé ce concept de victimisation, auprès de sa population pour se légitimer en disant: «Regardez la carte, regardez où sont les placées les bases de l'OTAN, regardez à quel point on est en danger par rapport à cet ennemi qui en plus, est l'ennemi depuis, très longtemps». Donc force et nous, alors que nous, on prend le filtre, inverse, le storytelling général en Europe et en France, c'est de dire, les victimes, ce sont les Ukrainiens, c'est le gouvernement ukrainien qui risque sa vie et cetera. Comment on s'en sort un peu, de cette situation, en tout cas sur la perception qu'on peut avoir en France de tout ça? Moi, je trouve, si vous voulez, que avec la fin de l'Est-Ouest, où toute crise internationale n'était vue qu'à travers cette optique, sont réapparues les caractéristiques du temps long, et en particulier des identités qui étaient sous le boisseau, dont on ne parlait pas, etc., etc. Et ce temps long est souvent beaucoup plus explicatif des crises que les événements violents qui se déroulent, si vous voulez. Et dans le cas, effectivement, de l'Ukraine, comme le cas de la Russie, comme dans d'autres crises, si vous voulez, ou la Yougoslavie, on a vu réapparaître des identités dont on se disait: «Mais qu'est-ce qu'ils ont?» Prenons l'exemple de la Yougoslavie. Tito était effectivement avait créé la Yougoslavie parce qu'il avait été le résistant, c'était le Croate. Le Croate, alors que je vous la fais brève, hein, mais enfin en 1918, Pierre Ier de Serbie, c'était notre allié, donc on lui donne la Yougoslavie et ça va être le royaume des Serbes et des Croates. Bon. Les Croates, macéraient, si vous voulez, dans leur jus, enfin vous le savez, mais ils ont l'avantage de que Tito soit l'homme de la libération, donc lui va faire taire tout le monde. C'est Yougoslavie, les Slaves du Sud. Simplement, une fois que le personnage meurt, vous connaissez la suite, chacun va reprendre son identité, mais on n'était pas prêts, nous, j'entends, dans les sphères politiques occidentales, à se dire: «Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent décomposer la Yougoslavie? Pourquoi ces identités bizarres vont tout à coup réapparaître?» Il y avait tout à coup un Monténégro, il y avait des Bosniaques, il y avait des Serbes, il y avait des Croates et puis au milieu de tout ça, vous aviez des Bosniaques, c'est-à-dire des Slaves islamisés. Alors écoutez, dans le genre complexité, pour arriver à gérer ça, c'était un peu dur, dur, quoi. Bon, tout ça, c'est résolu par la guerre, par l'intervention, et cetera, mais on n'avait pas ni les moyens intellectuels, ni les moyens militaires d'intervention. D'abord parce qu'on avait considéré que la paix étant faite avec la Russie, on allait enfin commencer à souffler. Bon. On était convaincus que la seule apparition de casques bleus français et anglais à Sarajevo, qui était la ville assiégée, rappelez-vous, allait calmer tout le monde. Donc il y avait déjà quelque chose qui était très troublant dans tout à coup qu'on découvrait que, bah, il y avait des gens qui avaient envie de se battre et que la simple interposition n'était pas suffisante. Donc donc cette carte du monde, si vous voulez, qui s'est révélée tout à coup, ne serait-ce qu'en Europe, était une carte à laquelle on n'était pas imaginé. La Tchécoslovaquie, rappelez-vous, c'était une constitution de Tchèques et de Slovaques, sauf qu'effectivement, on ne leur avait pas posé la question et dès qu'ils ont eu la liberté, ils se sont séparés. Donc, si vous voulez, la nouvelle géographie de l'Europe a pu se faire pacifiquement et parfois de manière extrêmement violente avec toutes les horreurs de la guerre en Yougoslavie, rappelez-vous. Donc, on est sur quelque chose. Alors, première conséquence quand même positive de la guerre en Yougoslavie, c'est que on a créé une justice internationale. Cette justice internationale, à la différence de celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas la justice des vainqueurs sur les vaincus, c'était la justice de la communauté internationale par rapport à des massacres. Et c'est comme ça qu'on a réussi à condamner un certain nombre de chefs serbes, si vous voulez, qui avaient fait des massacres, des pogroms, etc., etc. Donc, il y a des évolutions positives, mais encore une fois, face à une géopolitique dans laquelle, souvent, c'est la violence qui déclenche. Une fois que la violence est déclenchée, c'est difficile de trouver les voies de l'apaisement. Mmh. Voilà, modestement, si vous voulez, c'est surtout qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité, quoi. Ouais, c'est sûr, hein, surtout quand on voit l'inaction de ce tribunal, international quand il s'agit de Poutine, de Netanyahou, de nous ou d'autres personnes. Hem et Non, mais rappelez-vous qu'effectivement, je vous dis, quand on revient sur le tribunal de Nuremberg et qu'on va nous-mêmes faire dans les guerres de décolonisation les mêmes horreurs que ce pour quoi on va condamner les Allemands, on ne va jamais constituer de tribunal pour se dire, il y a eu des bombardements de populations civiles, des déportations, de la torture, et cetera. ouais, bien sûr. Et il y a un rôle quelque part aussi dans tout ça des médias, dans le sens où quand on regarde un peu toutes les minorités qui existent aujourd'hui, existent grâce aux médias. On l'a vu par exemple avec les gilets jaunes, ce qui était assez, troublant d'ailleurs de voir des gilets jaunes, faire des sortes de rixes contre des journalistes dans les manifestations, à un tel point que certains devaient sortir avec
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais les gens de BFM ou de CNews devaient sortir dans la rue pour couvrir la manif avec des gardes du corps, des anciens militaires parfois qui s'occupaient de leur sécurité physique pendant les manifestations, alors que c'est un mouvement qui est né grâce à BFM, qui a été le premier média à couvrir les ronds-points, etc. Et en fait, c'est une construction de problèmes publics qui s'est créée par les médias, comme beaucoup de problèmes comme la burqa et pas mal de Ouais, choses, je pense. ouais. Et Bah, c'est c'est-à-dire, c'est une que- attitude qui est assez fréquente, hein. Quand on est malade, on pense que c'est le thermomètre qui est responsable. Ouais. C'est-à-dire, c'est quand même très troublant parce que moi, j'ai toujours entendu ça. Je suis d'une famille de journalistes, hein. Mon père était journaliste, ma fille est journaliste, enfin bon. Et à chaque fois, c'était ces accusations, les journaux mentent, c'est de faute, etc., etc. Regardez la situation dans l'Algérie. Moi, je suis en Algérie, donc pendant la guerre d'indépendance. Vous étiez journaliste en Algérie, vous ne pouviez pas être objectif. Vous étiez dans des journaux qui étaient possédés par la communauté française, et donc vous ne pouviez pas reconnaître une légitimité à des gens qui, encore une fois, pratiquaient des actes terroristes. Chaliand dit une chose très juste, mais malheureusement, ça ne pénètre pas, c'est que le terrorisme, ce n'est pas un ennemi, c'est un mode d'action. Le terrorisme, c'est le mode d'action du faible sur le fort. Et donc, ce n'est pas la peine de faire comme si... rappelez-vous cette extraordinaire pantomime du 11 septembre. Le 11 septembre, les Américains connaissent pour la première fois sur leur territoire les effets de la guerre. Rappelez-vous que depuis la guerre de sécession, le territoire américain n'a jamais été touché par la guerre. Le dernier ancien combattant de la guerre de sécession est mort en 1955. Bon. Ça veut dire qu'aucune des deux guerres ne les a atteints sur leur territoire. Et quand tout à coup, il y a ce traumatisme mondialisé, visualisé par tout le monde, des attentats du 11 septembre, il y a la nécessité dans la société américaine d'une vengeance. Il faut un acte de guerre. Il se trouve que l'individu qui est au pouvoir à ce moment-là, qui est George Bush, c'est un individu qui n'est en fait sorti qu'une fois des États-Unis pour aller au Mexique quand il était étudiant. Pour un des grands leaders de la planète, ce n'est pas véritablement la connaissance de terrain. Il n'a jamais fait la route en autostop vers l'Afghanistan, si vous voulez. Et donc, il va sur une carte entouré par des néoconservateurs et par des néo-évangéliques à dire ce monde va mal et l'Amérique a une mission. Cette mission est une mission guerrière, d'abord une mission de vengeance, et puis une vision de réorganisation du monde. Et donc, ça va commencer par l'Afghanistan parce que Ben Laden est censé être là-bas. L'Afghanistan est un pays intéressant. Moi, j'y suis allé, mais avant les Russes, hein, donc je n'ai pas de responsabilité. La géopolitique de l'Afghanistan, c'est très simple. C'est une zone de confins dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations pourchassées par les empires environnants. Ça veut dire que quand vous êtes en Afghanistan, vous pouvez aller à Kaboul, ça ne vous pose aucun problème, mais dès que vous sortez de Kaboul, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Ça veut dire que tous les envahisseurs ont cru qu'une fois pris la capitale, ben, le problème était réglé. Bon, les Russes ont mis 10 ans à se rendre compte que ce n'était pas réglé du tout. Les Américains vont aussi risquer exactement pareil. C'est-à-dire, je suis sûr que George Bush était entouré par des types qui lui disaient, vous inquiétez pas, chef, on connaît bien, vous allez voir, on va vous régler ça vite fait. On va y rester 20 ans. 20 ans pour qu'au bout du compte, ce soit les talibans qui reviennent. Ça devrait être un choc, si vous voulez, pour, encore une fois, tous ces penseurs qui entourent les décideurs. Donc, après l'Afghanistan, formidable échec, vous avez cette deuxième ignominie qui va être l'invasion de l'Irak. L'invasion de l'Irak, là aussi, c'est pour ça que le poids des néoconservateurs et des néo-évangéliques est essentiel. C'est qu'ils se disent, les néo-évangéliques en particulier, qui sont les salafistes du protestantisme, qui disent la constitution du Grand Israël est indispensable au retour du Messie. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, rappelez-vous, George Bush, c'était un ancien alcoolique devenu protestant, hein, bon. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont fait jouer des arguments totalement théologiques pour expliquer le déclenchement d'une guerre qui n'avait aucune raison d'être. Puisque rappelez-vous que ça commence par un mensonge, et rappelez-vous Colin Powell avec sa petite fiole expliquant qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, hein, et qu'on ne peut pas, il faut y aller, enfin bref. Donc, je me suis d'ailleurs toujours demandé comment Colin Powell avait pu être enfumé à ce point-là. Et je pense qu'il a Vous été pensez que enfumé. pardon, vous pensez que le lobby religieux est plus fort que le lobby militaro-industriel? Non, je pense qu'il y a eu la conjonction de trois choses différentes. Bon, d'abord, le cas de Colin Powell. C'était le grand concurrent de George Bush. Il avait gagné la guerre du Golfe, donc c'était comme un peu profil Eisenhower, il pouvait être le prochain candidat.
Le type qui lui a raconté dans cette petite fiole, il y a des preuves de le truc, c'est un de ses proches. Donc, il a été l'objet d'une manipulation et effectivement, il a été grillé après ça, puisque toutes les agences internationales expliquaient que le programme nucléaire avait été démantelé, que le programme chimique, etc., etc. Dans les forces qui ont poussé à cette intervention, vous avez donc deux choses qui sont les néoconservateurs. Les néoconservateurs, ils partaient du principe que la sécurité de la planète devait être assumée par les Américains. Pensez que quand on est en 91 et que l'URSS s'écroule. Moi, j'étais à ce moment-là, j'arrive à la délégation des affaires stratégiques. Alors, on est dans une situation où on crée un organisme stratégique, mais il n'y a plus d'ennemis. Donc, c'est quand même grave. Soit vous avez deux solutions, soit vous vous licenciez, parce que finalement, il y a plus de boulot, soit vous créez de l'ennemi. Et c'est ce qu'ont fait les Américains. C'est-à-dire, n'oubliez pas ces deux grands monuments littéraires que sont le choc des civilisations et la fin de l'histoire. Le choc des civilisations va être traduit en 35 langues. C'est-à-dire qu'ils vont structurer, ça va structurer la pensée stratégique partout dans le monde. Or, le choc des civilisations, je vais vous la faire en bref, ça prouve que c'est le monde asiatique et le monde musulman qui sont les grandes menaces sur la sécurité de la planète. C'était pas la peine de se casser la tête pour sortir ce genre de raisonnement. Et donc, je vous signale que la Chine a fait beaucoup moins de conflits que l'Inde depuis son indépendance, mais c'est pas grave, c'est la Chine qui est une puissance menaçante, vous voyez? Donc le critère de construction de l'ennemi est un critère qui n'a pas besoin de preuves, avérées. Il peut il suffire de dire: «Mais regardez, ils sont 1,3 milliard, donc ça va déborder». Vous savez, le mythe de la, comment dire? Du péril jaune naît au moment quand Guillaume II a du retard à l'allumage dans la colonisation, donc il veut un morceau de la Chine et il va expliquer que les Chinois vont déborder. Ils étaient 400 millions à l'époque, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, vous voyez la force de l'argumentaire tel qu'il est construit? La réalité importe peu, le passé importe peu, bref. Et donc on se retrouve dans cette situation où effectivement les néoconservateurs disent: «Il faut absolument que la suprématie, c'est les Américains qui peuvent garantir la paix sur la planète», et vous aviez les néo-évangéliques qui vont utiliser cet argumentaire incroyable dans lequel ils vont rencontrer les radicaux juifs, c'est-à-dire l'extermination, tout ce qui empêche la constitution du Grand Israël est une étape qui empêche le retour du Messie. Avouez quand même que pour le faire entendre, il fallait déjà être convaincu au départ, quoi. Et donc on va avoir cette invasion catastrophique de l'Irak. En plus, Saddam Hussein, il avait l'inconvénient d'être un mauvais, un méchant, quoi. C'était le type qui faisait des massacres, qui bombardait les Kurdes, et cetera, et cetera. Donc, tout ça va se faire sans aucune conscience du risque que représentait une intervention. Je refais encore une fois un flashback. Rappelez-vous que ces États du Moyen-Orient sont constitués en 1918, quand on décompose l'Empire ottoman. C'est la seule région du monde avec l'Afrique dans laquelle les frontières sont rectilignes. Ça veut dire que ce sont des États qui ont été constitués avec une grande règle et un crayon rouge. Sans aucunement comment dire, penser aux populations qui composaient le pays. Et donc, ces pays étaient d'une fragilité dont la solidité n'était assurée que par des dictateurs. Et effectivement, Saddam faisait partie de cette génération, comme Assad d'ailleurs, et il tapait sur les minorités à chaque fois qu'il y en avait une qui relevait la tête. Donc, le résultat, vous le connaissez, ça a été finalement l'éclatement de l'Irak, la constitution de Daesh. Puisqu'encore une fois, c'est de quel droit les Occidentaux vont faire la police dans ces régions du monde? Vous voyez cette espèce de conviction qu'on est le bien, qu'on est la civilisation et qu'on est là pour le bien des autres, même, vous savez, c'était Robespierre qui disait: «Personne n'aime les missionnaires armés», et il était révolutionnaire, c'est-à-dire que lui, il était vraiment un novateur politique, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez suffisamment de gens autour de vous qui vous disent: «Non chef, vous avez raison, c'est vrai, c'est pas possible, d'ailleurs vous allez voir militairement on en a les moyens». Juste, encore une fois, un flashback, tout ça pour vous expliquer, si vous voulez, la structuration de la pensée occidentale. Quand il y a la guerre du Golfe, vous vous souvenez, l'URSS s'est écroulée, Saddam Hussein, qui s'était fortement endetté pour faire la guerre à l'Iran, réclame au Koweït, le Koweït lui réclame son pognon, ça l'énerve et il envahit le Koweït. Le Koweït, je rappelle, c'est un petit morceau découpé dans l'Empire ottoman par les Britanniques parce que c'était la zone pétrolière. Donc, si vous voulez, pour les Irakiens, pour eux, le Koweït n'était qu'une partie de l'Irak. Dans leur tête, hein, encore une fois. Je n'essaye pas de me prononcer. Et donc, quand il envahit le Koweït, le
celui qui était présenté comme le grand modernisateur quand il faisait la guerre à l'Iran des Mollahs devient tout à coup le nouvel Hitler. Ça apparaît dans les journaux, mais vous savez, ce type-là, c'est un massacreur, c'est un bourreau, etc., etc. Vous voyez comment la catégorie, comment on peut changer de catégorie comme ça. Qui fait ces labels? Bon, ben, écoutez, on essaiera un jour de s'amuser à ça, mais enfin, ceux qui ont changé de catégorie comme ça sont extrêmement nombreux. Et donc, la réaction internationale est intéressante puisque comme il y a plus on n'est plus dans le monde bipolaire, vous allez avoir une décision de l'ONU pour légitimer l'intervention occidentale, enfin, l'intervention des 35 États qui vont constituer la coalition. Donc, vous voyez, c'est la première fois qu'on fait une coalition de cette ampleur, ce qui était pratiquement impossible à l'époque de la guerre froide. Alors, cette guerre présente plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une guerre planifiée, c'est-à-dire, on dit à Saddam Hussein, vous avez 6 mois pour quitter le truc, faute de quoi, à tel jour, à telle heure, on attaquera. Pendant ces 6 mois, la guerre devient médiatique, c'est-à-dire toutes les chaînes de la planète viennent, puis je pensais à quel moment la guerre va être déclenchée. C'est rare qu'on ait l'heure de départ, mais là, si vous voulez, toutes les chaînes de la planète viennent. Et donc, rappelez-vous, pour nous, c'était CNN et la 5. Moi, je me souviens que je rentrais chez moi à midi pour écouter les informations. Mais il n'y avait pas d'informations. C'est-à-dire qu'on se met progressivement dans cette pratique médiatique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que les chaînes d'infos en continu, quand il n'y a pas d'information, il faut en créer. Alors, à l'époque, ben, il y avait le reportage sur la fille qui s'était perdue dans le désert, il y avait un reportage sur le contingent français, etc. Bref. Mais toutes les chaînes de la planète sont là. Troisième caractéristique, troisième caractéristique, c'est que l'armée de Saddam Hussein venait de faire 8 ans de guerre contre l'Iran, donc c'était censé être une armée entraînée. Bon, elle avait servi du matériel qu'on lui avait fourni, donc là, au moins, on savait qu'on ne lui en fournirait pas. Mais dans la classification du CIPRI ou de je ne sais quel think tank international, c'était présenté comme la 4e armée du monde. Je n'ai jamais su qui était la 3e, mais c'était la 4e. Et donc, vous aviez tous les éléments du scénario hollywoodien. La guerre serait déclenchée à telle heure, à telle date. Vous aviez toutes les coalitions internationales, le tout sous bannière de l'ONU, etc. Et quand la guerre commence, à la date voulue, à l'heure voulue, elle ne dure que 120 heures. Mais merde, c'est pas possible. 120 heures, ça fait à peine 4 jours. Or, on est là depuis 6 mois, on est en train d'attendre. Donc, si vous voulez, vous savez que ce sont les pays du Golfe qui disent à la coalition, non, non, restez, libérez le Koweït, n'allez pas en Irak, parce que derrière, il y a l'Iran, etc. C'est-à-dire qu'on a été nous-mêmes complètement instrumentalisés, encore une fois, dans cette coalition, qui était évidemment pour libérer cette grande démocratie qu'est le Koweït, contre cet ancien moderniste devenu dictateur qui était Saddam Hussein. Donc, quand on se retrouve avec cette espèce d'ivresse guerrière, en se disant, mais c'est extraordinaire, on a les moyens d'une police de la planète. Et donc, nous allons, nous, occidentaux, nous engager dans l'idée qu'après tout, en envoyant des militaires, du militaire un peu partout, on allait largement contribuer à établir la paix. C'est pour ça que quand on envoie des casques bleus français et anglais à Sarajevo, on est convaincu que tout le monde va s'arrêter. Bon, on va découvrir, pendant les 10 interventions qui vont précéder le 11 septembre, qu'il n'y en a aucun qui est prêt à se comporter comme ça. Et puis en plus, comme il n'y a pas d'enjeu stratégique dans ces interventions militaires, on envoie des militaires se faire tuer. Rappelez-vous la Somalie. Les mecs pillaient les convois humanitaires. C'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est pas possible. Moi, j'en avais discuté avec Ronnie Broman, patron de Médecins sans frontières. Il me disait, mais moi, j'ai appelé mes équipes en Somalie. Ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, puisqu'en fait, ils redistribuent, ils ne revendent pas, ils distribuent dans leur clan. Ça veut dire que si on augmente le volume, on devrait pouvoir arrêter le pillage. Bon. Et pendant qu'il est là en train d'essayer de plaider cette cause, Kouchner, lui-même ancien humanitaire devenu ministre, va valider l'intervention militaire. Vous voyez comment on glisse d'une rubrique à l'autre. Mais encore une fois, parce qu'on est dans cette hubris guerrière, c'est-à-dire nous avons les moyens de... Vous connaissez la suite de l'histoire. Les Somalis sont comme les Afghans. C'est des gens qui ne comprennent pas la loi internationale. Les Américains voient la chose en grand, c'est-à-dire ils disent, mais pour amener de l'aide humanitaire et pour mettre un peu de paix dans tout ça, il nous faut Mogadiscio. Donc, il faut des bateaux pour débarquer de l'aide, etc., etc. Mogadiscio, c'était tenu par un général chef de guerre qui s'appelait Haïdid, qui n'avait pas du tout l'intention de se laisser déposséder. Et donc, quand les Américains vont tenter une opération commando, il y a 2 hélicoptères qui vont être abattus, 20 GH tués. Les Américains se sont retirés sans même nous en informer. Le contingent français n'a même pas été informé. Un beau jour, ils ont découvert qu'il n'y avait plus d'Américains. Pourquoi? Parce que 20 GH tués, rien ne justifie que 20 GH soient tués en Somalie.
pour l'opinion publique du Middle West, c'est des GIs gaspillés. Bon. Vous voyez comment le décalage entre la croyance militaire, la réalité géopolitique, la dimension médiatique, etc., se combinait dans des interventions qui n'avaient pas de légitimité. Alors, si vous voulez, sur le 11 septembre, après, ça va rentrer dans la folie absolue, quoi. Mmh. C'est quand même amusant de voir que cette composante médiatique, elle change tout au final, parce que si on prend l'histoire, beaucoup plus lointaine, quand on lit les récits, on peut se permettre enfin, les gens pouvaient se permettre de faire parfois n'importe quoi parce qu'ils avaient pas il y aurait pas de répercussions, sur la population puisqu'il y avait pas les médias pour ça. Ou il y a même pas un ancêtre de médias pour faire vaciller un gouvernement ou un royaume et cetera parce qu'on pointait du doigt l'absurdité de la chose, quoi. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque médiatique où la presse ne servait qu'à faire de la propagande, c'est-à-dire il y avait des articles de la guerre de 14 absolument délirants. Il y avait des articles qui racontaient que les balles allemandes traversaient la chair sans blesser, vous voyez, des trucs comme ça. C'est-à-dire, le, pendant longtemps, la presse n'était que, comment dire, la cristallisation d'un sentiment national. Et donc, ça devait être nous, on est les gentils, eux, ils sont les méchants. Il y a des reportages coloniaux, si vous voulez. Par exemple, là, je lisais un truc sur la conquête coloniale de l'Afrique. Est apparue assez vite l'idée que les Africains étaient des cannibales. Et ça marchait d'autant mieux qu'on parlait d'une population que personne ne connaissait et que, bien évidemment, le noir avec un os dans le nez ne pouvait être qu'un cannibale. C'est-à-dire cette mythologie du cannibalisme en Afrique a duré jusqu'à aujourd'hui. On n'en a aucune preuve, aucune, aucune. Parce que, encore une fois, dans toutes les civilisations, il y a eu des rituels de consommation de viande humaine, soit parce que c'était de la famine absolue, genre le siège de Stalingrad ou de Leningrad, des choses comme ça, soit que c'était du rituel. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'était pas tuer pour manger, c'était tuer pour faire consommer la viande de l'ennemi, si vous voulez. Donc, ça s'est pratiqué dans presque toutes les civilisations, enfin à des degrés divers. Bon, je vous signale que dans le rite chrétien, quand on consomme l'hostie, on est censé consommer la chair du Christ, hein. Bon, enfin bon, je le dis à voix basse pour ne pas provoquer de vagues. Mais encore une fois, ce rite, ce rituel consistant à dire une part de l'autre va se transmettre vers moi. Bon. Et donc, il va rester, si vous voulez, sur la colonisation occidentale en Afrique, l'idée que nous y apportons le bien. Nous y allons pour, évidemment, dire euh, on va faire cesser cette mythologie effroyable, qui est encore une fois une mythologie. Donc, les journaux, ça leur fournissait il y avait un truc qui s'appelait le Petit Journal, dont je ne sais pas si vous avez vu des exemplaires. La première page était du dessin, et le dessin n'était pas la réalité, c'était la représentation que se faisaient les dessinateurs de ce que contenait le journal. Alors, quand vous êtes là-dedans, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous imaginez un mec qui cuit dans une grosse bouilloire et qui va être mangé vif, quoi. Voilà. Mmh. Ah, c'est le journal dans lequel bossait, Albert Londres, si je ne m'abuse et du coup, ce qui fait qu'Albert Londres a révolutionné ce métier, dans le sens où il allait sur le terrain, il allait même s'il romançait beaucoup les choses. Quand on lit Albert Londres, quand on lit Le Bagne, les gens avaient quand même une façon de parler remarquable pour des bagnards, qui n'avaient pas d'éducation. Mais bon, après ça, c'est du storytelling et pour venir sur notre sujet, sur la question de la victimisation, sur le conflit idéologique qu'il y a en France, sur le fait que Heu, les gens s'affrontent sur des pensées et cetera. On parle de plus en plus, c'est pas nouveau, hein, de guerre civile potentielle. On l'a encore entendu là dernièrement dans la bouche de certains politiques suite à ce qu'on a vu avec la mort de Le Pen et les gens qui allaient célébrer ça sur la place de la République et du coup qui donnaient du grain à moudre à tout ce que certains appellent la fachosphère et les ennemis justement des islamo-gauchistes qui disent: «Bah, puisque c'est ça en fait, il y a plus rien à dire et c'est la guerre civile». Vous y croyez à ça? C'est ce scénario? Il y a un type, c'était un Américain, qui disait une phrase sur la France, il disait: «La France est un pays magnifique, peuplé de 60 millions de géniards». Moi, je trouve qu'il en fait un diagnostic tout à fait exact. C'est-à-dire, le fonctionnement démocratique se fait souvent par la dénonciation, la virulence, la polémique, etc. C'est un État centralisé, ce n'est pas un État fédéral comme les États-Unis. Donc, aux États-Unis, ce qui se passe dans l'Iowa ou ce qui se passe dans l'Arizona, pour que les échos que ça fait à Washington, vous imaginez, etc. Non, en France, c'est tout ce qui se passe à Paris est effectivement un écho représentatif de ce qui est censé être la France. Le fait, d'autre part, qu'on a été pendant longtemps le pays occidental qui a gardé un parti communiste puissant le plus tard de tous, hein. Donc avec une forme d'opposition de gauche qui était assez virulente et assez difficilement intégrable dans le jeu républicain. Il faut attendre l'arrivée de Mitterrand pour que
Après l'épisode de 45-46, si vous voulez, il faut attendre l'arrivée au pouvoir de Mitterrand pour que des ministres communistes soient amenés au pouvoir. Et encore une fois, Mitterrand avait comme idée, d'après tout, de stériliser le Parti communiste en l'obligeant à exercer les responsabilités. Et effectivement, son raisonnement a assez bien tenu. Mais encore une fois, on est dans des époques maintenant où effectivement, comment dire, cette tradition politique est une tradition qui se concrétise surtout autour des questions musulmanes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gère cette question de l'arrivée d'immigrés. Encore une fois, ce n'est pas n'importe quel immigré, hein, c'est des immigrés musulmans. Ce n'est pas les Arméniens, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas tout ça. Bon. Et donc, à cause de cette caractéristique française qui fait que justement nous avons la plus grosse communauté juive et la plus grosse communauté musulmane des pays de l'Union européenne, on est plus que d'autres, si vous voulez, confrontés à ce genre de dérive où, encore une fois, si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Si vous critiquez les musulmans, c'est que vous êtes islamophobe. Moi, je vous avoue que je m'en fous. Les mecs, ils peuvent m'accuser d'être tout ce qu'ils veulent, antisémite, islamophobe, tout ce que je veux. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans les tristes, c'est qu'ils sont des victimes. Dans la Shoah, c'était bien évidemment les Juifs. Dans Gaza, aujourd'hui, les victimes sont des musulmans, sont des Palestiniens. Donc, je ne suis pas spécialement. Moi, quand je dis que la crise de Gaza se caractérise par le fait qu'on a deux radicalismes face à face, qui sont Netanyahou d'un côté et le Hamas de l'autre, on m'aurait dit, mais Netanyahou est élu. Je dis, ben oui, d'accord, Hitler aussi, il avait été élu. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on évite, si vous voulez, de qualifier les choses en supposant un background derrière qui est, mais non, ça ne peut pas être pareil puisqu'il a été élu. Mais enfin, il a été élu, c'est possible, mais enfin, la preuve, la façon dont il se comporte est une volonté d'extermination de Gaza. Et donc, quand tout au début de la crise à Gaza, il dit à 1 million de Palestiniens, descendez vers le sud parce qu'on va bombarder le nord. J'étais sur un plateau télé, je crois que c'était CNews, je ne sais plus. Et j'ai dit, mais ça s'appelle de l'épuration ethnique. Et les gens autour du plateau disaient, mais enfin, c'est inadmissible, c'est pas du tout vrai, c'est pas comme ça. Alors, je leur dis, mais attendez, sur le territoire de Belfort, encore une fois, prenez cet exemple et essayez d'imaginer qu'on oblige les gens, une masse pareille, de se déplacer. Les autres me disaient, oui, mais ils vont revenir sur leur territoire libéré après. Je dis, bah oui, ils reviendront dans leur maison détruite. Vous savez, ils vont être contents. Et à partir de ce moment-là, j'ai été blacklisté, c'est-à-dire qu'il n'était plus question de m'inviter puisque j'étais un des premiers à parler des horreurs de ce comportement. Parce que quand les victimes deviennent bourreaux, vous avez quand même une espèce de basculement psychologique qui est difficile à assumer pour tout le monde. Parce que la vengeance, encore une fois, ça justifie la première étape. Je vous rappelais les débuts de la guerre d'Algérie. Et puis, ça ne donne pas raison pour autant. Ouais. Pour nous, Donc, guerre civile en France, ça va. Tant que c'est sur les plateaux télé, vous inquiétez pas. Par contre, effectivement, il y a une montée de l'antisémitisme, notamment à cause de ces deux communautés qui effectivement, et en particulier la communauté musulmane, parce que n'importe quel individu va se sentir mandaté, un individu musulman, va se croire mandaté pour aller frapper sur le juif d'à côté, quoi. Ça, c'est grave, oui. est-ce que ce conflit entre, parce que là on parle, OK, des religions, quand on parle de musulmans, on parle de religion. Hem, le débat était longtemps cristallisé, il est encore aussi autour de l'immigration, vous en parlez, et l'immigration justement, de cette partie de la pop enfin cette religion-là, on va dire. Mais de ce qu'on remarque aussi dans le débat qu'il y a entre gauche-droite, j'ai l'impression qu'il y a plus un débat aujourd'hui entre les libéraux et anti-libéraux, dans le sens où libéraux, économiques, j'entends par exemple c'est un peu le débat qu'il y a eu aussi aux États-Unis pendant ces élections-là, et l'arrivée de Musk, aussi sur le devant de la scène, sur la question de, dégraisser le mammouth comme dirait l'autre, mais en tout cas enlever de l'État, dans la présence des citoyens, et notamment si on parle des problématiques d'immigration. La question, elle est pas forcément tant sur le côté, est-ce que les gens sont musulmans ou pas, mais plus, est-ce que toutes ces aides sociales en France, qu'on ne contribuent-elles pas à une immigration, de complaisance, presque, ou en tout cas, on appelle ça une migration économique. Hem, et aujourd'hui, il y a de plus en plus justement de gens qui s'assimilent à ce mouvement de droite ou d'extrême droite et qui vont dire, un peu comme Le Pen, Jean-Marie en son temps, de dire, si on arrêtait d'avoir un système où on fabrique des parasites, où on fabrique des assistés sociales, pour le citer, le pays se porterait peut-être un peu mieux. Et surtout quand on voit justement que cette considération musulman ou pas musulman, ça vient plus trop rentrer en ligne de compte, puisqu'il y a des musulmans qui sont aussi, dans les partis de droite ou d'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, c'est très difficile de synthétiser tout ça.
Pourquoi? Parce que à peu près partout aujourd'hui, vous avez une interrogation sur l'immigration. Partout. Les Anglais, eux, ils ont été très simples, ils se sont coupés du reste de l'Europe et ils considèrent que la Manche est un obstacle. C'est quand même assez extraordinaire qu'on ait accepté de stocker des migrants voulant aller en Angleterre à Calais. Bon. Donc, tout le monde aujourd'hui est dans une phase de, comment dire, de réticence et de réflexion sur ce qu'on a considéré pendant longtemps que l'Europe devait être, c'est-à-dire un pays d'accueil, une zone asile, etc., etc. Donc, ce débat, il est d'autant plus important qu'effectivement, il y a eu une vague d'attentats qui était à la fois l'écho de crises internationales, mais en même temps les caractéristiques de ces sociétés dans lesquelles vous aviez des ghettos, des ghettos dans lesquels des populations difficilement intégrables étaient stockées. Et la traduction de cette espèce de ghettoisation, c'est qu'aujourd'hui, pardon, on est sur des terroristes qui sont des deuxième ou troisième génération. Bon. Euh, Au milieu de tout ça, vous avez effectivement une réflexion qu'il faut construire sur comment est-ce qu'on canalise, comment est-ce qu'on arrête, comment est-ce on gère, si vous voulez, cette arrivée de migrants. Le paradoxe, la contradiction la plus extraordinaire, c'est celle des OQTF, c'est-à-dire le juge français peut prononcer une obligation de quitter le territoire. Alors l'obligation, c'est s'il vous plaît, est-ce que vous voudriez bien dans un mois quitter le territoire? C'est ça l'obligation. Les OQTF, décidément, pardon, les OQTF sont aujourd'hui paralysés par le fait qu'il y a une jurisprudence européenne qui date de 2015, si je ne m'abuse, dans laquelle la Cour de justice européenne a décidé qu'on ne pouvait pas expulser un étranger si on ne pouvait pas garantir qu'il serait traité humainement chez lui. On sent que les mecs, c'est des Bruxellois, hein, je veux dire, ils ne sont pas habitués à la réalité des faits. Est-ce que vous croyez que les Algériens vont récupérer leurs islamistes? Je doute qu'ils donnent le laissez-passer consulaire. Donc, c'était une jurisprudence qui obligeait à garder sur le territoire des gens qui étaient sous OQTF, donc qui n'avaient aucun titre de séjour, mais en même temps, ben, on les remettait dans la nature, puisque soit ils étaient dans un centre de transition, mais il n'y a plus de place maintenant, donc on les met dans la nature. Comment voulez-vous que des gens comme ça vivent? Ils ne peuvent vivre que de la petite délinquance. Donc, vous voyez combien le système est paradoxal et stupide. Donc, au lieu de se sortir d'un système en disant, écoutez, le, d'abord, il faut arrêter le flux. Ça, c'est une première difficulté. C'est très compliqué parce que ce flux, il se fait. Rappelez-vous, regardez le cas de Mayotte. Mayotte, c'est la première porte d'entrée de l'Europe. Bon, tous les types qui sont dans les bidonvilles sont des Comoriens, ce pas des Mahorais, c'est des types qui, justement, viennent pour que leur enfant naisse sur territoire français pour qu'ensuite ils puissent prétendre avoir la nationalité française. Donc, vous voyez combien cette politique du droit du sol, ces politiques qui étaient des politiques très accueillantes, étaient des politiques qui, aujourd'hui, se retrouvent, comment dire, paralysées par les effets secondaires que ça génère. Donc, il y a beaucoup de pressions qui se posent en même temps, le droit du sol, le système des OQTF, la jurisprudence européenne, etc., etc. Et donc, ça tiraille dans tous les sens. Vous savez, les Italiens, ils ont le même problème à Lampedusa, puisque là, il suffit de traverser depuis la Tunisie. Bon. Donc, là, c'est la remise en question d'un modèle qui a été bien vécu dans les années 40, 50, 60, parce qu'on était porté par une discipline, une expansion économique, etc. Il y avait besoin de main-d'œuvre. Le patronat, lui, il voulait largement de l'arrivée de travailleurs immigrés. Et aujourd'hui, des problèmes politico-économiques et sociaux qu'on n'est pas en mesure de gérer. Donc, comment réguler l'immigration? Ce n'est pas du tout évident, surtout si on fait des interventions qui aboutissent parfois à détruire un pays. Je ne citerai personne, mais la connerie de BHL et de Sarkozy d'aller intervenir en Libye, c'est quand même assez prodigieux. C'est-à-dire, on a ouvert un immense couloir, qui est le couloir par lequel remonte aujourd'hui la migration africaine. Bon. Et le pays est toujours dans une guerre civile, divisé en deux. Et BHL, 2 ans après son intervention, disait: tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Je ne sais pas quoi penser de tout ça, si vous voulez. Mmh. Ouais, c'est clair. Hem, on a fait on a fait un bon tour de la géopolitique, à travers ce prisme de la victimisation, c'est vachement intéressant. Hem, on va arrêter là cet échange et puis je pense qu'on se reverra pour parler d'une prochaine chronique, si ça vous dit. Avec Hem, plaisir. on
On vous retrouve sur les réseaux, enfin vous avez fait pas mal d'interviews, on peut retrouver un peu partout. Oui, Et mais je suis toujours blacklisté. Non, ça commence à revenir, ça commence à revenir. Ça y est, on a oublié mes propos, incendiaires sur Gaza. ouais, Faut dire que maintenant, depuis qu'Amnesty et Human Rights Watch disent qu'il y a un génocide à Gaza, si vous voulez, moi j'apparais comme un petit joueur sur cet arrière-plan-là. ouais, je pense que l'histoire vous donnera d'autres occasions d'autres sorties médiatiques comme celle-ci, je pense. Merci pour votre deuxième passage dans le podcast et à très vite. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.